Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je m'appelle Quentin Liénard, vous me connaissez peut-être pour ma page Instagram 1 minute montre en main. Aujourd'hui, c'est le petit frère qui est plus grand que la grande sœur, puisque c'est le podcast 60 minutes montre en main. Un podcast fait pour ceux qui parlent d'horlogerie, pour ceux qui font l'horlogerie, bref, pour ceux qui aiment l'horlogerie. Et j'ai vraiment l'honneur d'avoir comme premier invité, je l'ai tanné pour qu'il vienne. Du coup, c'est le parrain du podcast, c'est Simon Brett. Bonjour Simon. Salut. Est-ce- Merci beaucoup, en tout cas, de m'accueillir et de me donner ce privilège d'être le premier. C'est un plaisir. Est-ce que ça va? Très bien. Ouais. Ouais. Le trafic, c'était un peu compliqué. Se caler, Mais c'était on un est peu là, tout va compliqué, bien. mais ça va le faire. Du coup, si ce podcast est un échec, on est d'accord que c'est de ta faute, parce que c'est toi le parrain, tu emportes l'entière responsabilité. Voilà. Bon, vu que c'est le premier épisode, je vais pas te demander si tu connais le concept, puisque il n'y a pas eu de concept pour l'instant. Et donc, je disais, ce podcast, c'est une façon de parler d'horlogerie avec ceux qui la font, ceux qui la vivent et ceux qui la font vivre. Et je crois que c'est ce que tu fais depuis longtemps maintenant, l'horlogerie. C'est quelque chose qui t'habite depuis tout petit, on va le voir, puisque je te propose, on va dire, trois grandes parties dans ce podcast. D'abord, on va revoir ton parcours, Mm. comment t'en es arrivé jusqu'à ici aujourd'hui. Ensuite, on va parler de comment tu crées et de ton avis sur l'horlogerie aujourd'hui de manière plus globale. Ce que tu en penses, comment ça fonctionne, comment ça pourrait fonctionner, comment tu aimerais que ça fonctionne, quel est l'avenir de Simon Brett aussi. Et puis, on va terminer avec un petit jeu. On va essayer de faire la montre idéale de Simon Brett. On va s'aider un peu de l'IA, c'est pas terrible, mais on va essayer. Et puis, à la fin, j'aimerais que tu me donnes un petit conseil de qui inviter, que tu m'ouvres ton carnet d'adresses pour que j'ai des idées pour d'autres interviewés. Est-ce que ça te va? Très bien. Parfait. Allons-y. Alors, on y va. Tu es né en 87 à Clermont-Ferrand, Ouais, c'est ça. dans la région. Dans la région. Ok. C'était quoi l'enfance de Simon Brett en France? C'était très très simple. En fait, je viens d'une famille plutôt ouais, très simple, une maman agricultrice. Donc, on avait la maison qui était dans la ferme, un papa artisan menuisier, et puis on avait en fait un corps de ferme. La partie gauche, quand on sortait de la maison, était la ferme. La partie droite, c'était l'atelier de mon père. Donc, assez animé, je dirais, parce que j'ai un grand frère et une grande sœur. Et donc, du coup, on participait aux tâches à la ferme ou à aider mon père pour pas mal de choses. Donc, assez impliqué dans le monde de l'entrepreneuriat et dans le faut mettre la main à la pâte. Et justement, est-ce que ça t'a dégoûté de mettre la main à la pâte? Tu t'es dit, je vais partir faire des études pour travailler avec mon cerveau et plus avec mes Ouais, mains? c'est vrai que c'est un peu l'initiative des parents quand tu vois qui triment un petit peu. C'est eux qui t'incitent à te dire ouais, fais des études. Alors après, c'est salaud de dire ça pour ma mère. Ma mère, elle a un BTS, donc c'était un très bon niveau d'études pour l'époque. Et elle nous a plutôt orientés sur j'assume le fait de ne pas avoir la vie dont on te dicte, avec des beaux objets, beaux salaires, etc. Je suis plutôt mes convictions et même si elles sont un peu à contre-courant, faut les assumer parce que la vie, elle est courte et il faut faire ce qu'on aime, quoi. Donc, c'était un peu son discours. Voilà. D'accord. Et du coup, tu t'es lancé dans une licence conception mécanique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, je fais un baccalauréat en micromécanique. Non, micromécanique, j'ai des bêtises. Mécanique générale, pardon. Ok. Et puis après, je fais un BTS et une licence en France. Ouais, Donc, on est à Clermont-Ferrand, tu vas pour bosser chez exactement. Michelin? Ouais, c'est ça. Ouais, rien de très fou, mais ouais, effectivement, c'est le cursus un peu grossier si tu veux faire un peu de mécanique. L'industrie là-bas, c'est le pneu ou la sous-traitance de Michelin. Donc, effectivement, ouais, c'est ça. Ah, t'aurais bossé chez Peugeot si t'avais été à Sochaux, quoi. C'est exactement ça. Et donc, dans tout ça, c'est quoi? C'est un jour, tu passes à Clermont-Ferrand devant une boutique de montres et tu dis, je vais Ouais, bosser dans l'horlogerie en ou... fait, c'est assez étonnant parce que tu vas voir, il y a un petit lien avec les vices, mais pas le vice de la vertu, Ouais, les c'est vis. plus les vices mécaniques. En fait, si tu veux, je fais ma licence professionnelle pour un sous-traitant Michelin et en fait, ils me vendent un super projet. Donc de conception d'une machine spéciale et puis en fait on est en 2008, début 2009. Et en fait, on a la crise qui arrive. Et puis, en fait, on se rend vite compte que y a des contraintes budgétaires d'autant plus importantes que dans ces périodes-là. Et en fait, on te dit, il faut remplacer les vis par des cordons de soudure pour faire des économies. Ok. Et c'est là où tu dis, waouh, en fait, une vis, un boulon, ça coûte rien du tout. Et quand on est
tu vois, à changer ce genre de détails. Tu dis, mais en fait, ma vie, elle va être compliquée. Si vraiment je suis carriériste et je veux faire un truc, je vais vite un peu tourner en rond et je vais pas m'épanouir dans mon métier. Et ça va vite être chiant, quoi. Donc je me dis, mince, qu'est-ce que je peux faire? Et puis en fait, l'horlogerie, c'est un peu un truc que j'ai depuis tout petit. J'aime bien ces objets un peu intrigants comment tu peux indiquer l'heure dans un truc aussi petit et aussi précisément avec juste de la mécanique sans électronique, etc. Puis en fait, tout l'argent que j'ai en travaillant avec mon père ou de Noël, bah, je le passe à acheter des montres, bah, vraiment des trucs très modestes. Mhm. J'ai aucune personne qui va m'initier à l'horlogerie. Donc, je fais un peu mes petites recherches, puis j'achète des trucs, mais qui sont vraiment, tu vois, râler pas crête, tu Voilà, on vois. sent que tu n'assumes pas aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est clair. Non, c'est vrai que c'est assez étonnant parce que je trouve que la culture horlogère, quand tu es un peu loin des grandes villes, Mhm. bah, c'est vrai que ça se limite un peu à ton entourage. Et puis moi, c'est vrai que j'avais pas grand monde qui pouvait un peu m'apprendre ou me montrer, etc. Mhm. Et donc, du coup, je faisais un peu un truc assez intuitif. C'est qu'est-ce que tu aimes en termes de couleur, en termes d'esthétique, de géométrie, etc. Et j'avais vraiment cette approche très simple tiens, ça me plaît, j'achète. Et il n'y avait pas la notion de complication, la notion de marque, etc. Et donc, c'était plus l'objet en lui-même qui me parlait. Je n'étais pas influencé par tiens, c'est une bonne marque, tiens, c'est une belle complication, tiens, c'est du mécanique, tiens, c'est du quartz. Ah ouais, le mouvement Donc, n'est pas à ce moment-là. c'était très simple. Et aussi, tu es assez contraint par Le le budget. montant aussi. Ouais, Bah, bien ouais, bien sûr, sûr. bah, Bah, évidemment. c'est vrai qu'en France, tu es vite. Tu arrives à 200 euros. En tout cas, pour moi, à l'époque, c'était déjà des montres pas anodines, quoi. C'était déjà un sacré budget. Bah, il faut se dire que, je sais pas, 90% des gens dépensent jamais plus de 500 francs dans une montre Ouais, c'est ça. et c'est Ouais, pas un reproche, quoi. C'est que bien sûr. des fois, on a un peu tendance à oublier parce qu'on aime les belles montres, mais c'est pas à la portée de tout le monde, quoi. Exactement. Et donc, cette petite passion qui devient de plus en plus grande, et Ouais, elle t'emmène en Suisse? exactement. En fait, ben, au moment à la fin de la licence, j'ai justement Michelin qui me fait un plan de carrière, comme ça qu'on dit. Ok. Et en fait, on me dit, ben, tu auras un super poste, tu auras un salaire qui sera ça en fin de carrière. Enfin, ils te font un peu un plan sur l'avenir. Et c'est là où tu te dis, waouh, en fait, je suis pas prêt à signer pour Ah ça. ouais. Et je me dis, mais en fait, là, il faut juste que je continue sur une école d'ingénieur. Et puis, et j'ai écrit à pas mal de marques horlogères. Donc, tu vois, j'ai fait un petit peu mes petites recherches. J'ai écrit au RH, des Rolex, des Patek, des Jaeger-LeCoultre, etc. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a énormément de RH qui ont joué le jeu et qui m'ont répondu et qui m'ont dit, ben, si vous êtes plutôt axé montre mécanique, voilà l'école qu'on vous propose. C'était la HEARC à l'époque. Ok. Et j'avais un pote qui avait de la famille au Valais, dans le Valais, et puis qui m'a dit, bah, écoute, moi j'en profite, je fais un saut pour aller les voir, et puis on monte à Neuchâtel, tu vas visiter l'école, rencontrer le doyen de l'école, et puis feu, quoi. Ok. Donc là, tu quittes tout et Ouais, tu. exactement. Donc gros changement dans ma vie et en fait je me dis ouais là c'est peut-être une grosse marche à faire, tu te coupes un peu de tout l'entourage, de la famille, tu t'éloignes un petit peu mais ouais si tu vas avoir la vie qui t'anime avec un métier ouais, qui te donne envie de te lever tous les matins, c'est comme ça et faut s'y filer quoi. D'accord, donc t'as pas choisi la sécurité du plan de carrière chez Michelin, t'as dit Ouais c'est on fait le ça, grand ouais, saut, quoi. ouais c'est ça. T'étais jeune, t'avais quel âge? Oh, j'avais quel âge? J'avais 22 ans. Ok, ouais. 22 ans, ouais. Ouais. Et donc après, tu rentres chez Chronode, c'est ça? Ouais. Donc en fait, je fais la HEARC, donc la Haute École Arc, le bachelor au Locle. Et donc, bah, ça se passe comme ça. J'habite à Morteau et puis je traverse la frontière et puis je vais en train comment dire, à l'école. Mhm. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tu es souvent avec les mêmes personnes dans le train et puis tu ouvres la discussion, etc. Et puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit bah tiens, moi je suis chez Chronode et puis on cherche quelqu'un pour faire de la mise en plan cet été. Est-ce que ça te dit de passer? Puis de fil en aiguille, bah, tu vois, je rentre chez Chronode et puis voilà, engagé, ça se passe assez bien, assez vite.
Et puis voilà. Et puis parallèlement, tu vois, tu te poses toujours la bonne question, enfin la question de dire est-ce que j'ai fait le bon choix de partir, Mhm. etc. Et ma sœur, qui est quelqu'un de brillant, a eu son école d'ingénieur en France. Euh, Elle était majeure de sa promo Ouais. dans une grande école d'ingénieurs et en fait, elle ne trouvait pas de travail. Et moi, pour la petite histoire, du coup, j'avais donc passé mon diplôme et en fait, les marques horlogères venaient, parce qu'on était cinq à être diplômés, Mhm. et venaient en tout cas à l'école pour nous rencontrer. Donc, on avait rencontré pas mal de marques et c'était un peu le premier, je dirais, indicateur rassurant pour moi d'avoir fait ce choix de tout quitter. Ouais. Et donc, du coup, elle avait un petit peu trimé, je crois, pendant 3 ans, à accumuler, tu sais, les Les stages stages, ouais. pour être engagée. Et donc, ouais, c'était un peu rassurant de me dire, bon, tu vois, au moins, j'ai des opportunités de carrière derrière. Donc, voilà, Mais, premier point. mais t'en avais pas assez. T'as continué, c'est ça? T'as fait encore des études en parallèle de Ouais, en ton job? fait, donc je vais chez Chronode, je suis ingénieur, donc je fais du développement en mouvement. Et puis, je me rends compte assez vite que j'ai pas mal de lacunes parce que l'horlogerie, tu as énormément de métiers. Et puis, quand tu es ingénieur, ce que tu vas dessiner va avoir un impact énorme, en bien, en positif ou en négatif, sur le reste des étapes de Mhm. fabrication, d'assemblage, etc. Et donc, du coup, si tu n'as pas un peu cette expérience métier, eh ben, tu peux vite mettre le reste de l'entreprise un peu en difficulté. Donc, je me suis vite rendu compte que tu as beau avoir l'approche mathématique, physicienne de l'ingénieur, il faut avoir aussi un peu de connaissances et de recul sur la faisabilité, sur du process, etc. Et donc, du coup, j'essaie comment dire, d'aller voir un petit peu tout ce qui se passe autour. Donc, je suis ingénieur, je fais ma conception, mais tous les matins, je prends l'habitude d'aller voir tout le monde, faire un petit tour. Je suis assez curieux, je parle beaucoup, Et comme tu ouais, ouais. disais. Et en fait, j'essaie je comprends très vite en fait, qu'il y a un aspect qui est très important dans l'horlogerie, en tout cas pour l'ingénieur, c'est le retour que tu as en fait des personnes qui travaillent après toi. Donc l'horloger, la personne qui font de la décoration, de l'assemblage, etc. Et donc du coup, je prends vite l'habitude d'aller les voir, de les saluer, de sympathiser et puis de voir un petit peu ce qu'ils font, poser des questions et d'essayer de prendre un petit peu toute cette expérience, du moins ce retour de ces conseils pour m'améliorer tout simplement, pour essayer tu vois, tu peux simplement éviter tout un tas de problématiques quand tu as anticipé et tu t'es posé la question du tiens, comment on fabrique ça? Mhm. Et est-ce que si je le dessine comme ça va pas pénaliser quelqu'un dans les prochaines étapes, etc. Donc voilà, en gros, c'est un peu la démarche. Et en fait, Jean-François Maujon, qui est le patron de Chronode, il le voit assez vite et il se dit, tiens, dans les ingénieurs, j'ai quelqu'un qui est assez proche du terrain et qui aime bien cette relation-là. C'était en pleine expansion. On est passé, je pense, d'une quinzaine à une cinquantaine parce qu'il avait racheté une entreprise de production qui était CHL à l'époque. Et puis, il s'est dit, voilà, c'est le moment de créer une entité qui est les méthodes. Et les méthodes, justement, c'est là pour faire la transition entre l'étude et la fabrication. Ok. Donc, c'est là où tu dois faire remonter un peu tous les expertises métiers, les anticiper dans la conception pour faciliter un petit peu la production, on Et ça, dira. t'avais déjà fait ce travail finalement en t'intéressant à la vision Exactement. globale, quoi. Et il a vu que finalement, j'avais un peu cette capacité à discuter, à créer du lien avec les gens de la prod et que ça passait bien. Et donc, du coup, il m'a mis à ce poste-là. Et puis, c'était pas vraiment mon souhait. Moi, je voulais vraiment prendre en compétences. Et puis, et du coup, il s'est dit, bon, c'est la bonne opportunité, on crée ce secteur, ce département, et puis il va s'en occuper. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et je lui ai un peu à contre-cœur parce que je voulais faire ingénieur, développer, concevoir. Et puis, il m'a dit, tu verras, dans quelques temps, tu me diras merci. Et j'étais là, ouais, ouais. Et donc, du coup, pour garder un peu la main sur la construction, en parallèle du développement de ce département, j'ai fait un master en conception horlogère avec la HEARC aussi, pour tu vas garder aussi et puis évoluer quand même en compétences sur le métier, sachant que je faisais plus de conception. Ok. Voilà. Et puis après Chronode, je suis parti chez MCT, Manufacture Contemporaine du Temps. Et du coup, eux m'ont approché. C'était justement un petit challenge. On avait eu le contact avec eux. C'était Denis Giguet qui avait créé cette marque-là.
Et on s'était rencontrés et puis on se croise un coup. Et je venais juste de finir mon master. Et puis il me dit, écoute, si jamais tu es intéressé, nous, on a un projet assez ambitieux. On relance la marque MCT. Mhm. Euh, on a un projet de présenter une pièce pour les 10 ans en fait, de la marque. Et par contre, c'est un vrai challenge. Donc, tu as un an pour développer, donc trouver un nouveau concept et développer la montre, donc toute la partie mécanique pour l'année prochaine, quoi. Et alors ça, pour moi qui suis pas Ouais, constructeur de mouvement, c'est une vraie galère, c'est un vrai challenge ou... ouais, c'est un vrai. En fait, faut comprendre que c'est soit tu as un projet où tu vas juste moduler, c'est-à-dire tu prends un mouvement de base, tu Mhm. vas rajouter une petite complication, une animation, etc. Et puis là, on dira minime. Mais là, c'était vraiment repartir de zéro et puis refaire une nouvelle complication. Donc, venir avec un concept. Donc, c'était le côté très créatif qui est assez intéressant quand tu es ingénieur. C'est d'amener un nouveau concept, une nouvelle façon de lire l'heure, un truc assez intéressant finalement dans notre métier, c'est de pouvoir créer un nouveau concept et l'emmener jusqu'au bout, jusqu'à la livraison de la montre sur les marchés. Et Donc là, je crois qu'il me propose ça en début d'année, je crois que c'est en janvier 2015. Euh, et en fait, je crois que j'ai une année pour présenter au SIHH la nouveauté. ok. Donc c'est développer et produire le premier prototype fonctionnel. Et alors ça, tu avais déjà dans tes cahiers de croquis des idées avant d'arriver, avant de commencer, ou Non, tu parce t'es que vraiment mis devant la feuille blanche et puis t'as dit on y va? c'est plus feuille blanche parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque marque horlogère a son ADN Mhm. et puis en fait, faut aussi répondre à ce besoin qui est de respecter un peu les codes, d'amener quelque chose d'innovant, mais qui soit pas complètement en décalé par rapport au positionnement de la marque, quoi. Ouais. Donc c'est trouver un truc qui est en adéquation avec la marque et qui soit vraiment, je dirais, approprié. Alors c'était la Dodecal One, c'est Ouais, ça? c'est ça, le Elle Decal ressemble à One. quoi cette montre? Ouais. Alors en fait, c'est une montre qui est assez intéressante parce qu'elle combine l'indication de la minute avec une aiguille Mhm. et puis l'indication de l'heure donc au centre de la montre en digital. Donc l'heure de 1 à 12 en digital et l'aiguille des minutes qui se promène sur un cadran de 60 minutes. En digital, mais full mécanique quand on est sur une montre Exactement, mécanique. ouais, Ouais. ouais, full mécanique. Donc c'est ça le truc, c'est de. Alors j'ai pas développé toute la partie rouage de finissage qu'on appelle, donc c'est toute la partie mouvement, barillet, balancier. Ok. Donc il fallait le remoduler si tu veux, et puis Mhm. rajouter un module qui vienne en fait à chaque passage de l'aiguille sur le 60 minutes, faire le saut de l'heure. Et, euh, et en fait, la première idée, c'est d'imaginer un saut instantané. Donc l'aiguille passe sur le 60, elle dépasse le 60, et là, il y a le mécanisme qui se met en marche et qui fait sauter l'indication de l'heure. Et du coup, Denis me dit, eh ben, tiens, ce serait intéressant si vraiment il y a de la régulation et que le saut ne se fait pas instantané, mais Mhm. qu'il y a vraiment quelque chose qui se construit sur quelques secondes. Et donc, du coup, costaud, le petit challenge en plus, mais en fait, c'est un peu ce qui t'anime quoi, dans ton métier. Donc, on trouve une solution de rajouter de la régulation et puis faire quelque chose qui se crée et ça donne quelque chose d'assez magique. Et donc, du coup, défi relevé au SIHH qui suit, on présente la montre et c'est un succès. Et donc, du coup, le deal que j'avais passé avec Denis, j'ai ma compagne qui est psychocriminaliste, criminologue, et elle, en fait, elle exerce à Neuchâtel, et puis en fait, elle a une opportunité à Genève, et on habite à Neuchâtel, et tous les jours, elle fait les trajets Neuchâtel-Genève, Ok, donc ouais. c'est assez costaud. Et puis en fait, je dis à Denis, je lui dis, j'accepte le challenge, mais le but, c'est si on réussit à livrer la pièce pour SIHH fonctionnelle, faut que tu me crées un poste À Genève. à Genève. Donc, il y avait Pierre-Jacques qui est maintenant chez De Béthune, il y avait Mhm. Jorg Isek et Ouldouze. Donc, du coup, je me suis retrouvé à quitter la partie technique Neuchâtel et puis à faire du développement en fait à Genève avec justement cette équipe-là qui est plus comme client, etc. Donc c'était assez chouette
donc découvrir une nouvelle équipe. Et puis, vu que le projet et le deal était de réussir la présentation du premier prototype, bah, il accepte en tout cas de me muter, et de me créer un poste à Genève pour qu'on puisse s'installer sur Genève. Ok. Et Donc ça dure. je crois que c'est en juillet 2017 à Genève. Et pas longtemps après, j'apprends en fait que les investisseurs lâchent le projet MCT et licencient tout le monde, et il reste un horloger toujours actuellement, je ne sais plus si c'est vraiment le cas, mais en tout cas tout le monde est licencié. J'apprends que pour mes 30 ans, en fait, je serai chômeur, quoi, tu vois. Ah, super. Donc un petit coup de bambou. Et donc du coup, on discute avec Denis, puis il me dit, écoute, si tu veux, je connais MBNF, et puis je peux te présenter à eux. En tout cas, voilà, je te promets rien, mais en tout cas, je sais que je peux voilà, t'arranger un rendez-vous. Et puis Denis, bah, gentiment donne mon contact à Serge Kriknov, qui est le responsable de la partie opérationnelle à Genève d'MBNF. Et puis il accepte gentiment de me recevoir, et puis il dit clairement, on n'a pas de poste à pourvoir, mais on se rencontre, et on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Ouais. Et donc du coup, je le rencontre, et puis l'entretien dure pas mal de temps, et il y a un vrai feeling. Et puis voilà, donc il me dit, écoute, je peux rien te dire pour le moment, mais on verra peut-être que je reviendrai, peut-être pas. Et je vois le temps passer, et puis pas de retour. Et d'un coup, je reçois un appel, je crois que c'est vraiment 2 ou 3 jours avant la fin octobre, qui me dit, Serge me dit, ben, pointe-toi le mois prochain, on t'engage. Ah ouais. Et en fait, ouais, il lui était arrivé un pépin, il s'est fait renverser par une bagnole, donc du coup, il était à l'hosto. Et donc du coup, il Tu m'a faisais appelé quoi, vraiment à toi, ce dernière jour-là, en minute. voiture? Je peux pas tout te dire. Non, voilà. Et puis ouais, gros coup de chance. Et donc, il me crée le poste. Et c'est assez, comment dire, ça tombe un petit peu comme ça. Et je pense qu'il y va un petit peu précipitamment, parce que je me pointe là-bas, et en fait, les mecs me regardent un peu d'un air de dire, t'es T'es qui, qui? qu'est-ce que tu fous là, quoi. Ouais. T'as pas de poste de Ouais, prêt, c'est ça. t'as pas de bureau. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, bah ouais, une chance énorme déjà par le timing, de pouvoir avoir un job tout de suite dans la foulée. Et puis surtout MBNF, quoi, parce qu'il n'y a pas un million d'entreprises, d'indépendants super sexy, Ouais. donc tu vois, et ultra Et créatifs, qui prennent des risques, ouais. et qui prennent des risques, ouais. Et du coup, ouais, c'est une super expérience, parce que marque incroyable. Du fait de la créativité, du fait des produits, du fait de l'approche, du fait comment dire, de l'équipe d'MBNF, parce que au-delà d'être talentueux, ils savent aussi recruter les gens. Et vraiment, je tombe à leur sentir que les autres entreprises que j'avais fait avant étaient pas compétentes, hein, non, bien au contraire. Mais c'est vrai qu'MBNF, je trouve une des super compétences, au-delà de toutes ses capacités à Max, c'est de savoir bien s'entourer, de Serge Kriknov aussi, quoi. Ok. Donc ils ont une équipe de gens qui sont extrêmement compétents, et qui ont une vraie vision fiabilité. Et en fait, c'est un des indépendants qui a une vraie réputation de livrer des pièces. Alors, c'est pas forcément vrai aujourd'hui, vu que tout le monde s'est mis à la page, mais les indépendants, si tu regardes il y a quelques temps de ça, c'était pas non plus la science tout risque en termes de fiabilité. Mhm. C'était plus des prototypes qui livraient, du fait des quantités et des concepts assez fous. Donc il y avait des temps de développement très courts, et puis pas le temps de fiabiliser, ou pas les moyens, tu vois, en Mhm. termes de timing, etc. Et je trouve que en tout cas, MBNF, ils avaient un vrai souci, en tout cas, de fiabiliser leurs produits, et de livrer des choses qui fonctionnaient, quoi. Concrètement, Et très bien. t'as fait quoi là-bas chez Alors, MBNF? j'ai fait du développement, donc c'est mon métier. Donc, j'ai développé la LMX pour eux, la Legacy Machine pour les 10 ans. Ce qui est marrant, c'est quand je suis arrivé chez Chronode, je suis arrivé pour la LM1. Donc, si tu veux, moi, j'ai pas travaillé sur la Legacy Machine 1, mais c'était Jean-François Maujon qui l'avait développé. Ok. Et en fait, 10 ans après, bah, tu vois, j'étais en charge de la LMX.
Et Et puis, puis je l'avais vu passer du bout des doigts et c'était une pièce qui était incroyable. Et tu vois, c'était assez nouveau de voir ce gros balancier côté cadran et c'était assez exceptionnel, quoi. dès qu'il y a 10 ans quelque part, tu es là pour faire une montre, c'est ça? Ouais, en général, c'est un MCT. peu ça. MCT, ouais, Ouais. effectivement, Ah, c'est marrant. c'était ça aussi, ouais. C'est un chiffre qui m'a un peu suivi. Et donc, il y a la LMX où c'était vraiment un super beau projet parce que tu es dans les conditions idéales et en fait, j'avais zéro autre projet. Donc, tu vois, je rentrais dans l'entreprise et puis en fait, il faut savoir qu'MBNF, ils ont énormément de projets, donc ils développent énormément de montres. Mhm. Et dès que tu es ingénieur, bah, tu es en charge de un 2 3 4 projets. En parallèle? En parallèle, ouais. Ok. Donc c'est assez chronophage et puis ben, en général, ils font en sorte de te mettre des projets assez conséquents, un seul, puis après des projets où c'est des dérivés de produits existants, etc. Et là, c'était le premier calibre qui était fait en interne, développé en interne depuis la page blanche. Donc c'était Ok. aussi hyper plaisant pour moi parce que j'arrivais et puis on me faisait confiance et donc, du coup, le cahier des charges, c'est faut faire la LM1, faut incliner les cadrans et trouver un concept d'indication de réserve de marche assez innovant. Et en fait, ça s'est transformé du on reprend le rouage à on repart sur une feuille blanche, quoi. C'est avec la réserve de marche en 3D. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, c'était assez chouette parce que euh, à chaque fois que je rencontre Max, je lui dis tiens, j'ai une idée pour ça. Et puis il me dit ben, si tu es confiant, vas-y. Et en fait, c'était ça qui est plaisant. C'est qu'à chaque fois que tu as une idée avec Max et qu'il sent que tu as le potentiel derrière, il arrive toujours à te mettre dans les conditions pour être créatif, pour amener des choses, etc. Et c'était vraiment, je pense, le projet qui m'a aussi un peu donné confiance, qui Ok. m'a aussi permis un peu de me trouver au niveau, tu vois, du coup de crayon sur le design des ponts, sur pas mal de petites choses. Et si, ouais, cette confiance en soi, quand quelqu'un te donne aussi cette confiance, bah, tu sais que tu veux pas décevoir, mais ça donne aussi comment dire, ouais, cette agilité de dire, ben, je suis capable de faire ce genre de choses par moi-même. Oui, puis tu es légitime, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis après, le projet Bulldog, où je reprends d'un de mes collègues le projet, le projet HM9 Saphir aussi, où c'est un peu plus de l'habillage. Et j'ai Serge Kriknov qui est très à l'aise dans la construction en habillage, et c'est un peu ce qui me manquait en termes de compétences. Ok. Et donc, du coup, lui aussi, il a été assez important justement pour développer ces compétences-là en termes de construction habillage. Au bout d'un moment, le Covid arrive Ouais, et en ça a eu fait, un Covid impact sur toi. arrive. En fait, si tu veux, j'ai un peu cette idée un peu folle de me dire, au début, quand je pars, je me dis, allez, je fais mon école, je fais 10 ans d'expérience, je travaille à fond comme un acharné, j'acquiers suffisamment d'expérience pour retourner au pays et puis faire du freelance depuis chez moi. Et puis, en fait, arrivé à un moment donné chez MBNF, j'avais un peu ce truc ce qui me limitait de me dire je vais me mettre à mon compte. C'était justement cette peur de ne pas être suffisamment efficace si je travaille depuis chez moi. Ah ouais, Et en d'être fait, distrait, tu veux dire. exactement. Et de me dire est-ce que je serais suffisamment efficace à la maison, pas distrait par le moindre truc. Et Mhm. est-ce que, voilà quoi. Et en fait, Covid arrive et il faut travailler à la maison. Et je me rends compte que je suis ultra rigoureux, super précis sur mes timings. Et je me rends compte, je me dis punaise, waouh. En fait, tout est là, tout est réuni pour me prouver que je peux monter ma boîte à moi. Je peux le faire Donc, pour moi, quoi. c'est ça. Et donc, du coup, j'explique à Serge et Max, je leur dis, ben voilà, je pense, voilà, j'ai l'intention en tout cas de mettre à mon compte, mais par contre en freelance, donc de faire du développement pour d'autres marques. Ok. Voilà. Et donc, du coup, entre guillemets, il y a plein de choses qui me tombent un peu dessus. Donc, du coup, Max et Serge me disent, bah, pousse un petit peu plus. Je voulais partir en l'été du Covid 2020. Et ils me disent, pousse un petit peu plus, forme quelqu'un. Mhm. En contrepartie, on te donne du travail. Et, euh, et là, en fait, j'apprends sur le coup que je vais être papa. Pile au moment où je leur annonçais comme quoi j'allais monter mon entreprise. Donc, tu vois, un petit niveau Ouais. de stress qui monte en mode, waouh, en fait, est-ce que Ça, tu seras capable d'assumer ça? ça fait 2 gros projets. Ouais. Et puis voilà, et puis je me rends compte que je suis un petit peu perché et que je vais au registre des commerces en Suisse pour monter la société. Et je leur dis, ben voilà, j'aimerais être travailleur indépendant.
Et le mec m'explique gentiment, il me dit, mais ouais, pour monter ta société en indépendant, il faut avoir minimum trois devis signés de 3 clients différents. Ok. Et en fait, j'avais juste MBNF. Et puis, tu vois, je me pointe quasiment le même timing où je devais quitter MBNF pour Ah ouais. monter la boîte. Donc, tu Oups. vois, complètement, tu vois, en mode. Et là, je me mets un gros coup de pression. Et donc, du coup, c'est le moment de trouver un client qui est. Deux clients même qui sont prêts à me signer ce devis-là. Et donc, du coup, ben, j'essaie de démarcher à fond. En parallèle que je suis encore, tu vois, c'est mon dernier mois chez MBNF. Et du coup, bah, tu vois, j'essaie d'activer tout ce que je peux pour être dans la capacité de créer mon entreprise. Mhm. Et du coup, ben, je vois des mecs en dehors du travail pour essayer de faire des choses. Et donc, du coup, il y en a un qui me dit, OK, je suis prêt à travailler avec toi. Par contre, ouvre-moi tes contacts. Et donc, du coup, après le boulot, je me souviens, j'avais été l'après-midi pour l'écho avec ma femme. Et le soir, j'avais eu ce rendez-vous avec un client. Donc, je lui avais ouvert mon carnet de contacts et je lui avais présenté un sous-traitant. Et il se trouve que ce sous-traitant, c'était un sous-traitant de MBNF Mhm. et qui a appelé Serge en disant, écoute, j'ai ton gars qui est dans les locaux. Visiblement, c'est pas pour MBNF. Est-ce que tu es au courant? Et donc, du coup, je retourne chez MBNF et je prends une petite calotte dans les dents, le petit retour de bâton qui me dit, Serge, qui me dit, écoute, sur ton contrat, t'as pas Ah la oui. possibilité Clause de non-concurrence ou quelque ouais, chose c'est comme ça, ça. des choses comme ça, et qui me dit, écoute, c'est clair et net, je dois te licencier. Et Ok. je dis, bon, euh, désolé. Et tu vois, je me dis, bah, ouais, coup de panique, j'aurais dû être plus clair, plus transparente, t'expliquer les choses. Et puis c'est ce qui fait qu'en fait, ça a fermé la porte MBNF. J'ai pas pu monter la société de sous-traitance en Suisse. Ouais. Du coup, ben, j'ai le chômage en France et l'opportunité de monter une société qui est une SASU et de profiter du chômage pendant un certain temps. Donc, Les qui aides me pour monter donne, ton entreprise, ouais, quoi. c'est ça. Et qui me donne en tout cas l'opportunité de monter mon entreprise de façon un peu plus sereine parce que je touche comment dire, mon chômage. Mhm. Et donc là, ben, je commence à travailler pour un indépendant, je commence à travailler pour une grosse marque, etc. Et donc, du coup, je commence à rentrer du travail. Et en juin, ben, j'explique en tout cas à mes clients, je leur dis, ben, je prends 2 mois off pour l'arrivée de ma fille. Ok. Et donc, du coup, tu vois, je ferme la porte, j'éteins l'ordi et je me dis, ben voilà, je suis là, je profite du moment. Et en fait, ma fille arrive et puis, ben, j'ai pas mal de temps pour moi, donc je profite d'elle. Et puis en fait, très rapidement, j'ai un peu un truc qui m'envahit, c'est ce sentiment assez particulier de devenir papa et de te dire, en fait, ta vie est en train de changer Mhm. et c'est un moment important. Et qu'est-ce qui peut marquer physiquement ce changement radical de vie? Et je me dis, en fait, le seul truc que je sais faire, c'est dessiner des montres et je vais dessiner en fait la montre que je rêverais de porter à mon poignet sans aucun compromis. Et, Ok. euh, et voilà, et je vais voir où ça m'amène. Donc, tu vois, je donne le biberon la nuit, j'ai du temps, la vie est un petit peu décalée parce que tu vis un peu hors du temps. Mhm. Et puis, du coup, bah, je dessine cette montre. Et j'ai en 2014, je crée un compte Instagram qui s'appelle Master Horloger, où en fait, je me dis, allez, je crée un compte pour ma passion de l'horlogerie au moment où je fais mon master en construction horlogère. Donc, master horloger, master en construction horlogère. Et je me Ok. dis, tiens, je vais alimenter une page avec un peu ce que je fais et puis un peu voir si ça m'amène à quelque chose, si je peux discuter avec des passionnés, etc. Et en fait, je crée pas mal de contacts et je discute énormément horlogerie en dehors du travail, pendant le travail. Et donc, du coup, je présente un petit peu à des gens qui s'y intéressent ce que je fais, mes projets, etc. Ok. Et je sympathise avec un mec qui s'appelle Christian, qui s'appelle Only Buying Time sur Insta. Et c'est un mec que j'ai jamais rencontré. Et en fait, on échange constamment sur des tiens, t'as vu ça, tiens, t'as vu ça. Et du coup, on se prend un peu de sympathie. Et en fait, après un mois, j'ai dessiné cette montre et je lui dis, tiens, regarde ce que j'ai fait. Et le mec, il regarde et il me dit, punaise, c'est intéressant ce que tu as fait. Quelles sont tes intentions? Je lui dis, écoute, j'ai dessiné ça. Ça n'a pas réellement d'objectif, en tout cas commercial, mais peut-être que s'il y a quelque chose à faire, je peux peut-être le présenter à un de mes clients et leur vendre l'idée, Mhm. tout simplement. Et lui, il me dit, écoute, réfléchis-y, mais si jamais tu veux créer une marque horlogère,
moi, je serais OK de t'en prendre une et peut-être qu'on peut faire une souscription. Moi, je peux t'emmener des contacts. Et en fait, je me dis, punaise, c'est pas con comme Ah, tu n'y idée, avais pas quoi. pensé à ce Non, moment-là? non, non, Vraiment? clairement pas. Ah, Ouais. ok. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que je fais un peu les démarches de me dire, tiens, est-ce que je trouve un investisseur? Euh, je démarche des banques. Et en fait, les banques en France, parce que je suis installé en France, je fais la démarche auprès des banques. Et en fait, les banques, elles vont chercher des aides, en tout cas des garanties qui sont des aides des régions, etc. Mhm. Et en fait, tu lis toutes les conditions et tu vois en fait qu'ils ont meilleur temps que tu te plantes Ok. plutôt que tu réussisses. Parce qu'en fait, ils ont plus de garanties, etc. Et en fait, je leur dis, mais c'est pas ça votre truc. Si même vous, vous croyez pas au projet et que vous avez Ouais. meilleur temps que je me plante, enfin, tu vois. Ouais, vous n'allez pas me suivre sur le Ouais, long c'est terme, quoi. c'est ça. Et donc, du coup, je reviens assez rapidement à Christian et j'ai écoute, si tu penses que tu es OK de me suivre, peut-être qu'on peut explorer cette piste-là. Et après, donc, du coup, ces fameux 2 mois libres, du coup, j'ai un projet qui est pas finalisé, mais en tout cas avec les grandes lignes du coup de cette montre. Et donc, du coup, Christian me ramène des amis à lui qui sont waitlisted, un photographe, un avocat new-yorkais qui est super connu, un super type. Il me ramène Dusik Liu, c'est Douboulou sur Instagram, qui est un super collectionneur. Que des mecs assez un peu des barjots, quoi, tu vois, des Ouais. mecs qui kiffent les indépendants, mais qui sont plus comment je dirais, des créateurs de mode, tu vois, c'est des mecs qui suivent pas trop la mouvance, mais qui vont plus s'intéresser à des choses un peu décalées et qui s'en foutent d'acheter des marques, en tout cas renommées. Et Mhm. donc, du coup, ben, je tombe dans le groupe, on partage, etc. Et là, ouais, je vis un truc assez cool. C'est toute la partie un peu cachée de mon métier, qui est la relation client, qui est l'échange du après, qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que moi, je connais le cahier des charges, réalisation, fabrication, livraison. Mhm. Et après, c'est une boîte noire. Je ne sais pas qui va porter les montres. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe après, un service après-vente, ce que pensent les clients, est-ce qu'il y a une communauté, etc. Donc, c'est un peu une boîte noire. Et donc, du coup, je m'alimente en fait de ces gens-là pour faire en fait m'apporter toute cette connaissance de la face cachée de la vie d'une montre en fait. Je connais la conception jusqu'à la naissance, mais après la durée de vie, si tu veux, je connais pas. Donc si tu veux, ces gens-là m'amènent tout un retour, je dirais client, donc l'expérience client, qui font qu'un projet peut prendre un certain temps à faire face en fait à toutes ces problématiques. Donc si tu veux, Ok. ils m'ont amené une énorme compétence, si tu veux, en plus que j'aurais dû mettre énormément de temps à mettre au point et à fiabiliser, si tu veux. Donc, il m'emmène pas mal de choses, des critiques sur pourquoi ci, pourquoi ça. Donc, ça me permet un peu d'étayer mes choix. Ils m'expliquent un petit peu leur vision, comment marchent les communautés de collectionneurs, plein de choses que j'ignorais. Et donc, du coup, ça me fait prendre comment dire, fait Un faire un level? saut assez instantané, mais pas considérable, parce que c'est quelque chose que j'ai pas du tout, tu vois, et que j'ignore un peu, quoi. Donc, du coup, eux, ils font un travail énorme en m'amenant, en fait, tout ce savoir. Et ça me permet, en fait, comment dire, d'anticiper plein de points tu vois, pour lesquels j'aurais pu faire une énorme impasse et ça aurait Ok. pu être un énorme flop. Est-ce qu'ils ont un peu influencé finalement la montre finale? Euh, en quelques, en certains points, peut-être, ouais. 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 Typiquement, le challenge, tu vois, là où le concept, je dirais, de création, c'est tu as tes idées, tu les poses. Moi, je vais assez rapidement sur de la technique parce que c'est mon métier. Mhm. Et puis, en fait, quand je conçois, bah, tu as ta vision du design, etc. Mais tu vas vite l'orienter sur des choix. En tout cas, tu vas vite faire face aux contraintes de faisabilité, etc. Et donc, du coup, tu orientes vite tes choix dans le sens que ce soit plus pratique ou Mhm. faisable, Ok, etc. ouais. Donc des fois, c'est une bonne approche, c'est une approche pragmatique, je dirais, qui est peut-être pas forcément la plus créative. Ok. Parce que là où tu pourrais partir dans des délires complètement fous et révolutionner l'horlogerie et partir dans des délires démesurés, ben là, tu as le savoir-faire
et l'expérience qui dit ouh attention ça c'était un glissant Ouais. et va plutôt sur cette solution Sur qui est du peut-être plus sûr. simple Ouais. mais tu vois. Ouais. Donc c'est peut-être un petit peu petit bras mais en tout cas c'est ce qui te permet de passer d'une idée complètement farfelue à un produit qui peut être viable et assez vite fiable Ouais. finalement Et qui et fonctionne, quoi. apprécié par un client parce que justement tu sais que tu peux mettre ta montre et que tu n'as pas 10 000 va-et-vient, Ouais. le temps de fiabiliser, tu vois. Alors du coup, ces collectionneurs, ils sont combien? Ils sont 12? Ouais, alors en fait, c'est que collectionneurs, il y en a 6. Je dirais, allez, 5 qui me sont ramenés par Christian. Et puis les autres, en fait, je fais un rendu réaliste avec un copain. Et puis je tease un petit peu sur des petites parties. Et je dis, ben voilà, je leur ai fait un petit PowerPoint en mode, voilà, qui je suis, voilà mon expérience, voilà sur quoi j'ai travaillé durant le passé. Et voilà mon projet. Et sans vouloir trop en dire, si tu veux, parce Ouais. que c'est quand même une information délicate, en tout cas, qui peut vite être, comment dire, Révélés. distribué, Ouais. révélé. Et puis j'ai pas envie de casser un peu ce moment du surprise quand je ferai la révélation. Donc, si tu veux, je m'intéresse à un truc qui est assez étonnant. C'est que sur toute mon expérience sur Instagram, je classifie un petit peu tous les collectionneurs. Donc, je vais un peu dans cette idée de me dire, bah tiens, je vais m'approcher des collectionneurs qui ont une typologie de montre qui se rapproche de la mienne et qui Ok. pourraient être potentiellement intéressés par ma montre, par mon design. Et je fais en sorte de m'intéresser à des gens qui ont une communauté, qui ont une crédibilité, qui sont plus des meneurs que des suiveurs. Tu vois, Mhm. toute un peu cette stratégie et je les enregistre. Tu sais, tu peux enregistrer les photos sur Instagram, tu crées des petits dossiers. Ok. Et donc, du coup, je me dis, bah voilà, je vais sélectionner une quinzaine de clients potentiels et les teaser. Et puis, je vais voir un petit peu ce que ça dit. Et donc, du coup, je dirais qu'il y a une quinzaine de clients que je vais teaser en plus des 5 que j'ai avec Christian. Et puis, en fait, il y a tout part en tout cas dans la direction qu'il va y avoir 20 pièces. Et en fait, un coup de malchance, j'ai un groupe de collectionneurs singapouriens qui me suivent jusqu'à la fin et qui me disent ouais, ouais, tout bon. Donc du coup, je valide et tout avec mes prix bien calculés. Et en fait, à la fin, les mecs me lâchent. Vraiment, à la fin du bah maintenant on signe. Mhm. Et en fait, les mecs me disent ouais, non, désolé, Finalement, on n'y on va va pas pas. y aller quoi. Et donc, du coup, à tous les mecs à qui j'avais dit c'est bon, on y va, j'avais reçu les acomptes. Et j'étais là, en fait, je peux pas leur dire non, je peux pas revenir en arrière. Et en fait, je vis un moment qui est assez traumatisant dans le sens où, waouh, en fait, j'ai creusé ma tombe et je n'aurai pas le cash suffisant et je vais être enfin, tu vois, Ouais. ça va être un vrai calvaire. Et vraiment, je vis les montagnes russes, tu vois, j'explique à ma compagne parce que le truc le plus, euh, comment dire, délicat, c'est pas d'arriver avec un projet sexy, c'est plus de faire signer à la fin parce que tous les mecs sont super enthousiastes à avoir une montre. Mhm. Et en fait, j'expérimente un truc, j'implique les 5 clients de Christian dans la partie un peu, comment dire, créative de la montre. Et il y a les 15 autres qui sont en dehors de cette bulle créative, donc qui ne sont pas vraiment appropriés le projet et qui font pas forcément partie du truc, tu vois ce que je veux Ouais, qui dire? consomment, quoi, finalement. Exactement. Et en fait, si tu veux, les 5 sont des gens qui sont ultra convaincus parce qu'ils ont suivi toute la démarche, Mhm. ils sont dans la confidence, etc. Alors que les autres, ils voient juste le produit fini, le rendu réaliste, et pour eux, c'est comme s'ils allaient chez un... Tu vois, ils n'ont pas Ouais. le même L'attachement. lien, Ouais. l'attachement. Mhm. Et donc, du coup, je vois tout de suite la difficulté et la différence entre les deux expériences. Donc, Ok. pour ceux qui nous écoutent et qui ont l'intention de faire une souscription, n'hésitez pas à c'est un peu une sorte un peu de psychologie, mais toujours à inciter à intégrer les gens dans la partie créative, même si vous savez pertinemment sur quel choix vous allez partir, parce que c'est vous, en fait, à la fin, le chef d'orchestre Mhm. qui allez choisir, mais toujours demander les avis, Les impliquer, quoi. les impliquer, des tout petits détails qui font que les mecs mettent le doigt dans l'engrenage et Ouais. se sentent vraiment embarqués et s'approprient en fait le projet. Et ça, c'est vraiment l'élément clé parce que un mec enthousiaste euh, sur un projet peut te dire oui, j'y vais, mais de là à signer le Ouais. chèque et d'y aller, bah, il y a parfois une énorme marge. Et donc, si tu veux, je réussis à embarquer des mecs, en tout cas les 15 soi-disant, et là, j'en ai 8 qui m'abandonnent Ah en un ouais. claquement de porte, quoi, mais vraiment à la Ah fin. ouais, Et si d'accord. tu veux, le budget que j'ai annoncé, il est signé si tu veux.
Et donc, du coup, j'ai 8 mancos sur ma souscription. Mhm. Et là, mon budget, tu vois, c'est 400 000 balles qui manquent sur le budget final, tu vois. Et du coup, tu rappelles tous les autres, tu leur dis, il va Et falloir donc, du rajouter un peu coup, ou... moment de stress, ma chérie m'a vu le matin même en mode waouh, super, j'y vais. Et le soir, en mode anéanti. Et tu vois, c'est assez en mode ouais, c'est quoi ton délire? Ce matin, tout allait bien et ce soir, t'es au bout du rouleau. Qu'est-ce Ouais. qui se passe, mec? Et donc, du coup, ouais, tu vois, et encore merci à elle parce que tu vois, elle subit un peu tout ça par procuration. Elle me voit devant mon ordi, sur un bureau, à essayer enfin, parler, prendre des appels, répondre tout le temps, jour, nuit, parce que tu vois, les mecs sont un peu partout Dans sur le la monde, map, ouais. et donc, du coup, tu as les fuseaux horaires. Un petit détail aussi, c'est que je pipe pas un mot d'anglais Ouais. et que je suis une brel complet. Donc du coup, il faut que je fasse toutes les traductions et tout. Je passe à côté des informations et tout. Donc vrai challenge. Et donc du coup, bah, j'apprends l'anglais petit à petit par la force des choses. Ma chérie bah, m'aide et me supporte en plus de gérer ma petite Alban. Ah ouais. Donc tu vois, gros stress aussi pour elle. Et donc du coup, coup de chance énorme, je rencontre en fait Johan Martinez qui est un gars de Art in Time à Monaco. Ouais. Et en fait, on se croise un coup et je lui dis tiens, je suis en train de bosser sur un projet. Pour le moment, j'ai pas le rendu, mais je te présenterai ça. Et en fait, Watches and Wonders 2022, je pars avec un pote qui est mon voisin maintenant, un bon pote qui bosse chez Patek. Et on va visiter de Béthune. Je lui présente tout le monde vu que je connais tout le monde. Et j'ai dit, ah tiens, je vais pisser. En fait, dans les couloirs, je croise Johan Martinez. Tu Donc, croises du monde tout le temps, ouais, partout, c'est c'est pas... ça. Et donc, du coup, je pars pisser, je le croise et je lui dis, ah tiens, au fait, Johan, j'ai un rendu réaliste. Donc, je lui sors mon téléphone de ma poche, je lui montre avant d'aller pisser, bien entendu. ouais, bien sûr. Et je lui montre le rendu réaliste. Il me dit, ah tiens, j'ai 2 clients qui sont là. Si tu veux, on leur présente et tout. Donc, je lui donne le téléphone. Il zoome un petit peu et regarde. OK, il me tend le téléphone. OK, je reprends mon téléphone, je me barre. Et en marchant avec mon pote, je reçois un message, Johan qui me dit, écoute, tu as 2 commandes. Punaise. Ce soir, on a un groupe de collectionneurs. Si tu veux, ça te dit de venir manger avec nous. Et en fait, à la fin du repas, j'ai 11 commandes. Waouh. Donc en fait, tu passes Ah de oui, niveau d'excitation, bout du scotch. Et en fait, ben là, en fait, le truc qui me dit, waouh, en fait, j'étais à 2 doigts d'appeler tout le monde en mode on annule. on annule tout. Et en fait, ce mec-là, Ils sauvent il le me projet, tombe, quoi. en fait, ouais, il me sauve un peu le cul. Et voilà. Et donc, du coup, je me retrouve avec la somme d'argent que j'avais calculée pour justement. Coup de pas de chance, c'est qu'en fait, ces mecs-là, ils font pas partie de la souscription. Parce que je leur ai expliqué aux gars, je leur ai dit, ben, on y va quand même. Au lieu d'être 20, on est que 12. Je clôture la souscription à 12 Ok. en me disant, ben, j'y vais quand même. Pour faire 20 pièces en espérant vendre les 8 autres hors souscription, c'était ça Non, le en plan? fait, c'était ça. C'est que, bah, gros coup de bambou, les 8 m'abandonnent. Mhm. Bah, je me dis, ben, ma foi, j'ai pas trop le choix, faut que j'y aille. Donc, je continue en disant au mec, ben, voilà, navré, je pensais faire 20. En fait, ce sera 12. Tout le monde super content. Ouais, L'édition est forcément, il y plus en a courte. moins. Moi, pas rassuré. Et puis, en fait, gros coup de chance, ben, Johan me sauve un peu la vie avec son groupe. Et donc, du coup, ben, ils font partie de la première série Titan. Ok. Et du coup, ils me demandent un truc un petit peu particulier. C'est que leur édition, qui est une édition qui est gravée Watches and Wonders 2022, Mhm. dû à l'événement où je les ai rencontrés, et ben, ils me demandent une petite exclusivité dont je leur dois bien parce qu'en fait, c'est grâce à eux que je suis là. Et en fait, au lieu de sur l'édition Titan, ils ont le même look, sauf que le boîtier, au lieu d'être en titane, est en acier. Donc voilà un petit peu Ok. l'exclusivité, en tout cas, que je leur ai donnée. Et parce qu'en fait, ils font partie un peu de l'histoire de la marque aujourd'hui. Et je me rends compte quoi, que j'ai pris un risque et qu'en fait, il fallait le prendre parce que j'avais ça qui allait me tomber sur le ouais, par chance, quoi, sur le coin du nez. Et j'ai eu une chance énorme. Et donc, en fait, arrivé à un moment donné, bah, j'ai les paiements qui arrivent et j'ai 2 solutions. C'est soit mon projet, je le réalise de façon euh, très façon école, où je calcule ma marge, je travaille avec des sous-traitants et je fais en sorte de faire une marge, une belle marge, Mhm. et de faire un truc avec un plan, tu vois, très bien défini, D'investissement, ouais. etc., etc.
Ou alors, je me dis, en fait, j'ai l'argent et pourquoi, en fait, je soutiendrais pas les artisans que j'ai rencontrés tout au long de ma carrière et d'autant plus que pendant le Covid, en fait, je rencontre quelques-uns avec MBNF qui sont en fait un peu à l'agonie et qui ont besoin d'aide, quoi. Et je Ok. me dis, putain, en fait, on s'en fout un peu de ce qu'on t'apprend à l'école et de faire un beau projet, etc. Ce qui compte, c'est en fait, c'est la finalité, c'est d'aider et de faire un truc qui ait du sens et de se dire, ben, ce projet, il peut être beau, mais il peut être d'autant plus beau si on emmène des gens qui sont en difficulté et de leur filer du boulot, des gens que j'ai rencontrés tout au long de ma carrière. Et en fait, c'est ce qui se passe, c'est que je pars en fait sur cette idée de me dire, ben, je vais travailler avec les meilleurs artisans que j'ai rencontrés tout au long de ma carrière et en fait, je vais leur donner du travail, tu vois. Et Mhm. donc, du coup, ça prend une direction un peu inattendue et je pars avec justement ces 12 artisans qu'on connaîtra, en tout cas de la souscription. Et qui donne le nom Ouais, voilà, au modèle. exactement. Je l'ai dit, t'es bavard, hein. Alors Ouais, là, putain, ouais, désolé. tu m'as explosé mon timing, mais on va enchaîner sur les petites questions sur l'horlogerie en général, Ouais, bien sûr. avec des Désolé, hein. réponses courtes, mais c'est pas grave, avec des réponses courtes. Par exemple, quand tu conçois ta montre, est-ce qu'il y a des aspects, tu dis ça, moi j'y touche pas. Moi mon truc c'est la conception du mouvement, mais ça je confie à quelqu'un, un designer par exemple. Est-ce qu'il y a des choses comme ça où tu dis ça, moi ça m'intéresse pas Ouais, ou c'est pas dans mes compétences? en fait, la démarche, en tout cas, de créativité, c'est valable dans tout, hein. Il y a des choses où tu es bon, il y a des Mhm. choses où tu es à l'aise, et il y a d'autres choses où tu as besoin d'être aidé. Et, euh, et en tout cas, ça peut être aussi une force. C'est aussi le choix de ma communication de se dire, bah, j'utilise des artisans parce que moi, je suis pas capable de faire ce qu'ils font et je veux le meilleur du produit. J'utilise un designer parce que Mathieu Alleg, c'est quelqu'un d'extrêmement compétent et il va m'amener en fait le niveau de détail qui va faire que ça passe d'un projet cool à un projet, tu vois, un petit Mhm. peu au-dessus. Et donc, du coup, je pense que la créativité, elle est toujours là, elle est toujours maintenue. Il y a toujours tes lignes directrices. Tu t'emmènes les gens sur ce que tu veux, mais en tout cas, ils vont amener vraiment une plus-value au produit. Et je pense que on est tous capables de dire et de s'avouer là où on n'est pas bon. Mhm. Et je pense que c'est vraiment un plus de se dire attention, là, j'ai mes lacunes où j'ai mes limites. Et là, je peux faire monter d'un cran au-dessus le projet en impliquant des gens qui ont un vrai savoir-faire qui va sublimer le projet. Ouais, tu leur as fait confiance, mais du coup, est-ce Ouais, qu'il y a des trucs que tu imagines dans ta tête ouais, et qui ont été complètement différents pour le meilleur? ouais, bien Par sûr. exemple pour ton cadran, est-ce que tu avais, Ouais, t'avais clairement. pas imaginé ça, j'imagine, pour ton Ouais, en cadran? fait, l'idée, c'était un tremblage. Donc, c'était de partir un peu sur un truc qu'avait fait Maurice Grossman, un truc que je trouvais trop, trop cool et avec lequel on avait beaucoup parlé avec les clients. Et en fait, Yasmina Anti, je l'avais rencontrée et je trouvais elle dégageait un truc complètement fou, cette nana. C'est que euh, c'est une- c'est quelqu'un qui est passionné par son métier, mais elle a une personnalité et elle a une vraie générosité. Et en fait, quand tu parles avec elle, euh, ce que je voulais faire, elle me disait tout le temps, bah tiens, envoie-moi un plan, dis-moi ce que tu veux faire. Et j'étais là, mais tu sais, moi, j'aimerais bien faire un cadran Yasmina. Et je dis, est-ce que tu as un truc qui te dissocie des autres et qui fait que ben, ce soit un cadran, mais que tu te sois approprié avec vraiment vraiment ton savoir-faire, quelque chose qui te dissocie. Elle m'a dit, ben, tu sais que j'ai un million de trucs en tête, mais allez, je tente un truc. Et puis elle m'a fait sur un bout de laiton plein de motifs. Et j'ai dit, ben, pars là-dessus. Et puis c'est là où elle m'a sorti le Dragon Scale. Ok. En fait, encore une fois, c'est là où tu dis, moi, j'ai pas ce savoir-faire, pas cette expérience, Mhm. pas ce recul. Et en fait, si tu imbriques des gens au projet, et ben en fait, c'est un peu la beauté j'emmène quelqu'un sur mon projet. C'est pas simplement le mien, c'est aussi le sien. Et en fait, elle va amener un vrai truc qui donne du chien. Aujourd'hui, cette montre, elle a une vraie gueule et une vraie ADN, sa propre ADN, ben, grâce à Yasmina, grâce à des Luc Monet, grâce à des Anton Peterson. Et c'est aussi cette beauté de cette pièce, c'est qu'en fait, chacun a amené un peu sa pierre à l'édifice. Et c'est aussi le succès de cette montre, c'est que on a réussi à ramener plein de mecs géniaux, mais au-delà de ça, des gens qui ont des compétences et des savoir-faire qui sont assez incroyables. Et tout réuni, ça donne une vraie unicité, une vraie. Comment dire, tu arrives à ressentir sur cette montre qu'il y a des gens qui se sont donné de la peine,
où tu sens qu'il y a cet artisanat qui te parle assez rapidement. Ouais, Oui, parce qu'on peut parler des têtes de vis, c'est quand même ouais, c'est pas le grand truc, mais c'est un des grands trucs de cette montre. ouais, Et puis on en a effectivement. parlé au début avec Michelin, donc Ouais, rapidement, ouais, elles rapidement. sont comment tes têtes de vis Ouais, et c'est quoi la difficulté? en fait, la vraie contrainte des vis, si tu veux, quand j'ai travaillé rapidement, ça va être compliqué, mais quand je travaillais en sous-traitance, quand tu développes un mécanisme, tu n'es pas soucieux de l'esthétique. Toi, tu penses fonction, et il faut que ce soit fonctionnel et que ça marche. Quand tu travailles pour une marque, les marques comprennent tout de suite qu'elles ont affaire, elles connaissent leur clientèle. Donc elles savent que la grande majorité des clients, ce pas des gens qui sont calés sur de la mécanique. Donc il faut que la mécanique soit présente, mais il faut qu'elle soit esthétique. Et donc Mhm, du coup, tu as le souci je dois intégrer quelque chose de plaisant au design de ma construction. Et donc du coup, quand tu dessines quelque chose d'esthétique en mécanique, la vraie verrue, c'est la vis, parce qu'en fait, tu as un truc rond assez plaisant et tu as une fente au milieu. Et c'est le truc le plus disgracieux de la mécanique, c'est les vis. mhm, Et c'était cette approche de me dire, en fait, comment je peux faire pour faire disparaître cette fente de vis et faire en fait que ce design soit harmonieux avec la présence des vis. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, tu fais une géométrie concave, tu la polis à merveille. Lumière vient, elle se reflète, c'est une sphère, donc elle va se focaliser au centre de cette sphère. Et en fait, plus ma lumière sera focalisée ici, et plus en fait, je vais avoir un point blanc au milieu, et ça va faire disparaître cette fente de vis. Et pour avoir le plus gros point de lumière blanche, on va dire, mhm. où vient se focaliser la lumière, il faut que ce soit un miroir concave. Et donc du coup, on sait tous, avec le niveau de difficulté qu'on connaît du polybloqué, on sait tous le faire à plat. On a un Mhm. zin, on vient avec de l'abrasif et on fait sur une surface plane. On arrive à faire un polybloqué sur du plat, mais sur du concave, avec nos dimensions, c'est un vrai calvaire. Et donc, du coup, je vais voir pas mal de mecs et les mecs me disent, écoute, si ça se fait pas aujourd'hui, c'est qu'il y a une bonne raison et oublie ce truc complètement farfelu. Qui est ce souci de savoir si la vis est Ouais, esthétique ou pas? ouais. Arrête, lâche le truc et fais comme tout le monde, mec. Et puis en fait, tu rencontres des gens qui sont aussi fous furieux que toi et qui disent, bah ouais, challenge accepté, quoi. Et donc, du coup, je challenge Anton et je sais à quel point ce mec-là, il est incroyable. Zéro compromis. Donc, du coup, je lui dis, bah tiens, trouve-moi une solution. Et il revient avec j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que j'ai réussi à trouver la solution pour faire un poly parfait. La mauvaise, c'est que c'est 1 heure par vis. Et le prix moyen d'une vis pour une commande de 200 chez des fournisseurs qu'on connaît tous, avec un Mhm. polybloqué, c'est entre 6 et 10 francs, par exemple. Et nous, 1 heure de polissage avec un artisan, c'est entre 80 et 100 francs. Ah, Donc, tu vois, le gap, il est complètement cinglé. ouais. Et en fait, tu dis, ça fait aucun sens d'aller dans cette direction-là. Mais en fait, si tu es là, c'est pour amener quelque chose à l'horlogerie, même si c'est qu'une tête de vis. Mais en fait, si tu viens avec ton propre projet ou ta propre marque, euh, emmène quelque chose, ou si c'est pour faire la même chose que les autres, ben, retourne travailler chez quelqu'un, quoi. Il y a combien de Et vis dans la montre? on a 23 vis. Waouh. Donc ça fait, ouais, 23 heures de Ouais. polissage. Mais voilà, et donc du coup, après ça, on a travaillé avec des artisans pour mettre un process en place, Mhm. avec une méthodologie, avec une machine, etc. Et donc du coup, pour la petite histoire, on a réutilisé avec Luc Monet une machine qui date des années 60, qui était destinée à faire le polissage des verres de lunettes. Ok. Et donc du coup, il recustomise en fait cette machine des années 60, donne une seconde vie et puis roule. Et puis c'est elle qui nous fait les têtes de vis. Donc voilà pour la petite histoire des têtes de Il vis. fallait qu'on en parle. Alors, on imagine bien que à 80 francs la vis, c'est une pièce qui coûte cher. Ouais, Est-ce que on peut imaginer, justement, on parlait d'MBNF tout à l'heure, ils font leur MAD moins cher. Est-ce qu'on ouais, peut imaginer une Simon Brett, pas brandée Simon Brett, mais ouais, moins cher, accessible? ouais. Ça, c'est clair que c'est un truc qui m'animerait parce que tu vois d'où je viens. C'est aussi donner accès un peu au rêve d'appartenir un peu à cette communauté Simon Brett et d'ouvrir un petit peu les portes aux gens qui sont peut-être un peu moins aisés. L'approche, c'est clair qu'elle est bonne, mais je trouve qu'il faut trouver la bonne combinaison entre j'emmène quelque chose qui a du sens et qui va aider l'industrie ou les sous-traitants avec lesquels je travaille. Mhm. Donc vraiment trouver une cohérence avec
si je viens avec un projet, il faut qu'elle ait du sens et qu'elle aide quelqu'un quelque part, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu pourrais vite passer pour un opportuniste de se dire, bah ok, c'est le trend d'aujourd'hui d'utiliser une image d'excellence et puis Mhm. de faire un produit En dérivé et puis faire emboîtant un du mouvement. made in China. Ouais. Alors, je trouve, je pense que c'est mon point de vue, c'est que les gens peuvent vite dire, ouais, c'est opportuniste de faire ça. Mhm. Mais d'un autre côté, c'est bien, bah, ça donne aussi accès à des gens qui ont peut-être moins les moyens d'avoir accès à une création. Et tu vois, je trouve que c'est là où c'est chouette, la MAD. Mais c'est vrai que c'est un... En tout cas, si la question c'est est-ce qu'on verra un jour un truc Simon Ouais, c'est la Brett, question. euh, je pense qu'on a du pain sur la planche Ok, avant c'est pas pour tout de suite. pour confirmer la marque et puis venir avec la prochaine complication. Ouais. Ou une Ouais. collab, studio Underdog Simon Brett. Exactement, ouais. Ouais, ouais. Ok. En tout cas, c'est quelque chose qui pourrait arriver, mais il faut vraiment qu'elle ait du sens et qu'elle aide quelqu'un dans mes sous-traitants ou tu vois, qu'elle amène une vraie plus-value. Ok. Et alors, un autre phénomène qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est reprendre les belles endormies, comme on dit. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui te plairait aussi. Alors, peut-être sans être à la tête, mais t'associer à un projet comme ça de reprise d'une marque disparue? Ouais. Non. En fait, c'est un truc assez intéressant parce qu'il y a pas mal de gens qui sont venus et qui m'ont dit en fait, quelle était ton inspiration quand tu as fait ta montre? Quelle est la montre que tu as voulu cibler en faisant ta montre, etc. Et j'étais là, en fait, j'avais pas du tout en tête un modèle que je voulais faire. Je sais que je voulais faire quelque chose de portable parce que j'ai pas l'habitude de porter des montres, même si c'est assez paradoxal. Ouais. Euh, mais en tout cas, je voulais quelque chose d'assez portable, donc les dimensions, etc. Et après, je voulais vraiment emmener tous les trucs sur lesquels j'avais pensé durant toute ma carrière et faire un truc très simple, mais hyper complexe à la fois. Donc, si tu veux, j'avais pas du tout cette approche de je veux viser un produit. Et en fait, le fait de est-ce que c'est de créer une nouvelle marque et puis d'emmener, je sais pas, des modèles iconiques vintage, les ramener à la vie? C'était ça ta question Ouais. ou non, Non, non. réinvestir dans une marque qui s'est un peu Non, bah, non, qui ouais, est... mais la reprendre. Et puis, de toute façon, quand on reprend une marque, les gens attendent les Ouais, modèles iconiques. Donc, ouais, bien sûr. c'est compliqué de reprendre que la marque. C'est une très bonne question. Et en fait, si tu veux, pour te dire où j'en suis actuellement, en fait, j'ai une vie de famille. Je suis papa d'un petit garçon et une petite fille qui a 3 ans et demi et 1 an, et la création d'entreprise. Et si tu veux, c'est des journées que de 24 heures. Ouais, ok. Et donc, si tu veux, c'est des trucs que j'adorerais, mais en fait, le gap est tellement gros entre je conçois un produit, je fais en sorte de le réaliser au niveau et au standard que je souhaiterais, donc niveau d'excellence, tu vois, sans compromis. Mhm. Donc, ça demande énormément d'énergie dans les process de mettre en place, etc. Et en fait, je me rends compte que tu pourrais t'éparpiller à vouloir toucher un peu à tout. Comme tu dis, tout ce que tu dis, c'est des trucs que j'ai envie de toucher du Mhm. doigt un jour. Mais aujourd'hui, en fait, je veux vraiment faire en sorte que cette première montre, elle soit au niveau d'espérance aussi, en tout cas de comment dire, de mes standards, mais aussi faire plaisir aussi aux clients qui nous ont fait confiance. Donc arriver avec un niveau d'excellence très haut. Donc ça demande énormément d'énergie pour mettre en place une équipe parce que j'ai commencé... je faisais tout sous-traiter. Puis maintenant, on a une équipe, on arrive gentiment à 10. Donc, il Mhm. faut recruter, il faut former, mettre des process en place, etc. Donc, c'est hyper énergivore. Et en plus de ça, ben, je dois penser à l'avenir de la marque et puis à Justement, ouais. concevoir les nouveautés. C'est quoi Donc, là? voilà, je te laisse. C'est la réflexion en ce moment? T'en es Non, où en sur le fait, prochain modèle? si tu veux, on a 3 complications qui sont en cours Ok. de développement. Et si tu veux, ben, c'est un peu un crève-cœur, mais en même temps, je m'y attendais. C'est que j'ai fait en tout cas la première conception. Et en fait, là, je me rends compte bah, que je dois la donner à un autre constructeur. Donc là, je me suis entouré. En tout cas, j'ai un bureau technique avec des ingénieurs maintenant. Et en fait, bah, faut que gentiment que je lâche un peu ce truc-là, en tout cas pour le moment, de me dire ben, j'ai les capacités et c'est mon vrai domaine d'expertise de développer. Mais en tout cas, j'ai fait les premières esquisses et les premiers Mhm. débuts de construction. Mais là, je dois donner à quelqu'un parce que
je dois faire la relation Là, c'est client, ta je dois faire casquette de de la chef d'entreprise, comptabilité, c'est ça? je dois faire du management, je dois répondre aux clients potentiels. Il y a une énorme demande et en fait, j'ai plein de choses à envisager. Et en plus de ça, la casquette de papa avec un bébé qui dort pas beaucoup. Donc, du coup, voilà, en tout cas, il y a énormément de choses à faire et ben, tu vois, je commence à créer mon petit bureau, mon petit département développement et En interne? en interne. Ouais. OK, d'accord. Et donc il y a un cahier, enfin il y a un agenda, sur 3 complications dans Ouais, les années à venir? exactement. OK, Ouais, ouais, trop bien. voilà. En Donc il y fait, a si tu veux, l'idée, c'était le chronomètre artisan. Il y a l'édition souscription 12 pièces, donc qui a été lancée en 2023 et livrée en août 2023. Ensuite, on a lancé en tout cas, aux alentours des 50 pièces Titane en décembre 2023. mmh Donc, on va faire 12 pièces par an pendant 4 ans et des brouettes. OK. Et puis, chaque année, en fait, on lance une déclinaison. Donc, on a lancé la version Titane en 2023, Or Rose 2024. En décembre, on lance la pièce Acier. Et puis, en 2026, donc décembre de l'année prochaine, on lance la pièce en platine. OK. Voilà. Et en fait, c'est un modèle qu'on va dupliquer et répéter pour les prochaines complications. Complication, OK. Donc 2027, ce sera la présentation de la première complication Qui sera? de la marque Simon Brett, qui sera extraordinaire. C'est ça que tu veux dire. Et donc, du coup, on va faire la même chose. Donc là, 2027, ce sera les pièces réservées au groupe de la souscription. Et puis ensuite, il y aura 2028 acier, 2029 or rose, OK, ouais. etc. Ouais, donc là, il y a un plan pour quelques années là, du coup? Ouais, exactement. Et Bah, c'est puis très bien. après, on a donc trois complications qui sont en cours de développement. Et puis, donc ça, ce sera la ligne artisan. Donc, c'est un peu savoir-faire, etc. Et j'aimerais bien revenir avec quelque chose d'un peu plus, comment dire, audacieux dans le sens où c'est une autre façon d'indiquer l'heure, aussi de façon à amener une nouvelle collection et à pérenniser un petit peu la marque et comment dire, d'attirer un autre type de clientèle. Parce qu'aujourd'hui, la façon idéale, c'est que tu lances une marque petit diamètre, assez classique. Mmh On sait qu'on a un potentiel client intéressé qui est assez élevé et sur du classique, mais qui est assez ciblé. Et après, quand tu veux pérenniser, c'est emmener un nouveau produit qui va pas cannibaliser le premier, mais en tout mh. cas qui va pérenniser en amenant une autre typologie de clientèle. Et moi, je suis donc ingénieur et j'aime aussi le côté challenge de créer avec des nouvelles méthodologies, nouveaux matériaux, nouvelles façons, nouveaux concepts d'indiquer l'heure. Et donc, du coup, j'aimerais bien venir avec un modèle qui me challenge aussi et qui m'ouvre aussi cette porte je suis pas cantonné à faire du très classique. Je veux aussi faire quelque chose qui soit assez innovant et assez, comment dire, basé sur des nouveaux matériaux, des nouvelles technologies, etc. Donc, j'ai aussi envie, cette marque, elle est imaginée pour pousser jusqu'à la fin de mes jours et voir après, OK. euh, par mes enfants ou peu importe. Mais le but, c'est aussi de s'épanouir et de faire des choses euh, bah, pour le temps qui me reste à vivre. Et on espère le Le plus plus longtemps longtemps possible. possible. Donc c'est-à-dire que tu es prêt à faire une montre que tu ne porterais pas toi? Puisque tu dis que tu portes peu de montres, là tu fais une montre, ronde, petit diamètre, 3 aiguilles. Tu serais Ouais, prêt à alors faire un ovni? non, Non? je suis quand même assez. Là, ce serait plus, pour pas trop t'en dire, ce serait plus de la montre taillée un peu sport. Donc, tu vois, avec des nouveaux matériaux assez innovants, OK. du très léger, très portable, vraiment avec du silicium, des nouvelles technologies OK. assez. Et peut-être même si c'est un produit qui sera beaucoup plus exclusif, mais en tout cas, j'ai envie d'être challengé là-dedans. Et c'est clair que c'est cette typologie de pièces que j'ai envie de porter parce que c'est des montres que je veux pas sentir au poignet. Alors c'est peut-être un peu extrême dit comme ça, mais j'aime en fait cette idée d'avoir un moment à soi et d'oublier cette montre que tu as au poignet, mais de se dire bah tiens, j'ai un moment et je peux contempler en fait de la mécanique et avoir quelque chose d'assez intéressant et comment dire visuel à regarder. Donc c'est toujours cette ligne directrice. OK. Voilà. On termine, on fait la petite séquence IA. Allez, rapidement. Le mec relou. L'idée, c'est, que tu me fasses, la montre. Le jeu, c'est s'il devait n'en rester qu'un ou qu'une. Ouais. Donc si je te dis, par exemple, un seul type de montre.
En fait, aujourd'hui, ce qui m'anime le plus, même depuis pas mal de temps, c'est la montre de poche. Montre de... Ah, super. Alors là, mon pauvre, je t'ai cassé Allez, ton montre de délire. poche. Une seule complication. Une seule complication. Une seule complication. J'aime beaucoup, j'ai pris beaucoup de plaisir à développer des heures sautantes. Donc peut-être une heure sautante un peu innovante. Ouais. Ok, une heure sautante en montre de poche. Ouais. Quel matériau pour le boîtier? Si il ne devait y en avoir qu'un seul. Un seul matériau pour du boîtier. Allez, zirconium. Oula. Premiers amours. Zirconium. Une seule forme de boîte. Alors, pour une montre de poche, ça marche Tu un vois, peu moins. Mais... tu l'as, hein, ce serait une de poche. Ouais, donc ronde, une très savonnette, classique. quoi. C'est ça, ouais. Ok, allez, on va mettre ronde. Je sais pas ce qu'il va me faire, hein. Le type d'aiguille. Un seul type d'aiguille. Un type d'aiguille. Moi, ma montre, elle est inspirée des aiguilles Urban Jorgensen. Et c'est vraiment un gros coup de cœur pour cette marque et pour ces aiguilles qui avaient été faites à l'époque par Bernard Svins, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc ouais, je dirais les fameuses aiguilles observatoires d'Urban Jorgensen. Ouais. Tu veux pas que je mette des aiguilles bâtons là? Mes bâtons, Allez, t'embête pas. on va mettre des aiguilles bâtons. Allez, ça m'arrange. Le bracelet, en quoi? En acier, en cuir? Ouais, montre de poche avec un bracelet. Ah oui, bah ouais. Alors la chaîne. La chaîne, une jolie chaîne. J'avais oublié qu'on était sur une montre de poche. Donc une chaîne en or? En or, bien sûr. Allez, hop, Allons-y. merci. Tu m'as pété tout mon truc. Désolé. 6, 7... Bon, allez, on va arrêter là. Hop, j'enlève les dernières questions. On va demander à ce que ça soit généré. Je sens que ça va être magnifique. J'en profite pendant que ça génère pour te demander de m'ouvrir ton carnet d'adresses. Qui est-ce que tu me verrais bien inviter dans ce podcast pour Ouais. l'épisode 2 ou autre, parce que le temps que ça se cale. Qui tu verrais bien ici dans 60 minutes montre en main? Alors, j'ai des petits jeunes que j'affectionne, enfin, en tout cas des mecs que j'adore. C'est donc Alexis et Thomas, c'est deux petits jeunes qui ont gagné l'année passée le prix des jeunes talents avec Journe. Ok. Après, je peux t'en citer plein d'autres. Il y a des mecs que j'adore, Hervé Schuster, Julien Tixier, Ouais. Bernard Svins. Après, je peux t'envoyer tous les indépendants parce que je les kiffe trop. Mais J'avais demandé un seul, Ouais, mais si tu as mais voilà. si t'as des contacts, en tout cas, ouais, je peux t'aider pour ça. voilà. Ta montre idéale, C'est exactement ça. il Un ne cadran devait y avoir qu'une noir seule. avec des index en or, c'est parfait. Voilà. C'est exactement ça. C'est ce que tu avais en tête, j'imagine, ça quand que j'avais en tu as tête. commencé à répondre. Voilà. Bon, et écoute, Simon, merci beaucoup. Si vous avez été intéressé par ce podcast, par la pièce de Simon, par la personnalité de Simon, allez le suivre sur Instagram. Il n'a pas besoin de vous, mais ça fait toujours Si, des bien sûr abonnés que en si, plus. on a Hein. besoin de- Simon_Brett_Watches. Voilà. Si vous voulez me suivre, moi, c'est pas plus simple. C'est Minem. NMEM. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, je sais pas où vous en êtes. Je remercie encore une fois Simon. Je vous dis à bientôt pour Merci à un toi. nouvel épisode de 60 minutes montre en main. Ciao.